Breaking news, la blockchain Cardano a subi une attaque de denial of service. Alors, je prends quelques minutes pour vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que hier, j'ai fait une vidéo que je vais vous présenter juste après cette petite explication. Mais juste après ma vidéo, je m'en vais sur Twitter et qu'est-ce que je vois? Je vois plein de tweets sur le fait que la blockchain Cardano a subi une attaque de denial of service. Donc, c'est une attaque assez commune dans l'univers de la blockchain, mais je vais vous expliquer ça et je ne voulais pas vous poster la vidéo sans vous parler de cette nouvelle. Donc, rapidement, je prends quelques minutes pour vous expliquer ça et après ça, on retourne à la vidéo comme d'habitude avec la même introduction. Comme vous le voyez, au niveau du prix de Cardano, eh bien, hier, on a eu une attaque et normalement, lorsqu'il y a une attaque sur une blockchain et que la blockchain subit un arrêt de service ou la blockchain s'arrête, les transactions ne passent plus, et ainsi de suite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le prix baisse. Mais là, qu'est-ce qu'on peut voir? Malgré cette attaque qu'il y a eu sur la blockchain Cardano, le prix a augmenté et on voit que justement, la blockchain Cardano a continué de fonctionner comme d'habitude, ce qui est évidemment très normal selon mon opinion, selon moi. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, waouh, la blockchain Cardano a subi vraiment un gros stress. Ça a permis de voir si la blockchain Cardano est vraiment une vraie blockchain qui est capable de continuer à fonctionner et ainsi de suite. Mais quand on connaît techniquement comment fonctionnent les blockchains, l'informatique et tout ça, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que une DDoS, une attaque de déni de service, n'est pas une attaque très, très intelligente. Et ben, quand on sait ça, eh bien, on se rend compte que finalement, l'attaqueur n'était pas très, très intelligent. Il a pris l'attaque la plus facile à faire pour voir justement si la blockchain Cardano est vraiment une blockchain qui est en mesure de continuer à fonctionner malgré ce genre d'attaque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit justement sur Twitter un grand fan de Cardano qui mentionne que dans le fond, la blockchain Cardano a subi une attaque, mais qu'elle a continué à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul point de failure sur cette blockchain-là. Donc, malgré toutes les transactions qui ont été envoyées sur la blockchain Cardano, eh bien, la blockchain a pu répartir cette charge sur les différents nœuds. Bien sûr, il y a eu quelques nœuds qui ont eu un peu de difficulté justement à processer, donc à traiter les différentes transactions. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Mais tout simplement, ben, malgré tout, justement, l'attaqueur a juste perdu de l'argent, perdu des frais de transaction et finalement, il a arrêté son attaque quand il a vu que ça ne fonctionnait pas après l'intervention sur Twitter ou l'envoi d'un message sur Twitter, justement, d'un développeur dans la communauté de Cardano. Donc, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur la blockchain Cardano, nous, la communauté, malgré toutes les critiques qu'on peut faire auprès de la blockchain Cardano, cela démontre que la blockchain Cardano est résiliente, qu'elle continue d'être sécuritaire et que la communauté, encore une fois, est là pour sa blockchain préférée. Alors, si on va au tweet suivant, on voit Intersec qui justement envoie un tweet mentionnant qu'il remercie la communauté pour la mobilisation qui a été faite pour identifier la source du problème, le spam qu'il y a eu sur la blockchain et pour confronter justement l'attaquant de la blockchain et ils vont mettre en place justement des gens pour identifier comment résoudre cette problématique-là parce que c'est vrai que la problématique est assez étrange, mais évidemment, il faut que l'attaque puisse arriver pour qu'on puisse mettre des mécanismes de défense. Donc, malgré ça, le network, donc là, ils expliquent dans le fond que le réseau a eu une grosse charge, que certains SPO, justement, ont eu un peu de difficulté à traiter les différentes transactions, mais que la chaîne a survécu, qu'il n'y a pas eu de problématique et que la chaîne a continué de traiter les transactions. C'était un petit peu plus lent que d'habitude, mais malgré tout, ils sont passés au travers. Donc, ce qui, encore une fois, si on veut plus d'explications, on peut les joindre sur le Discord et ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de super par rapport à la blockchain Cardano, de démontrer que justement, tout a continué de fonctionner comme si de rien n'était. Alors, on voit ici justement le message sur Twitter d'un développeur qui a remarqué justement cette attaque-là et qui a écrit justement à l'attaquant à l'attaquant pour lui dire que regarde, ça sert à rien justement de spammer le network et vraiment, c'est vraiment stupide comme attaque. Là, je vous l'explique dans quelques minutes. Ça ne sert à rien de spammer le network, mais merci dans le fond pour les frais de transaction qui ont été payés parce que justement, le SPO ou dans le fond, le nœud qui a pu traiter les transactions
qui a pu faire valider le bloc et ainsi de suite, a renvoyé le bloc et finalement, ben, tout ce que ça a fait, c'est qu'il a payé le SPO pour le travail fait, le SPO, puis tous ceux qui ont délégué sur son nœud. Donc, c'était vraiment un beau don pour la blockchain Cardano et pour l'écosystème de la blockchain Cardano. Mais si on va au niveau de l'article de CoinDesk, alors, c'est là que justement, c'est quand même très intéressant parce qu'au niveau de l'article de CoinDesk, qu'est-ce qu'il mentionne? C'est que chaque transaction qui a été faite là, coûtait aux alentours de 0,9 dollars. Mais ce n'était pas juste une simple transaction. Ce n'était pas juste j'envoie de l'argent à une personne et puis je renvoie de l'argent à une autre personne et ainsi de suite. Chaque transaction contenait justement presque 200 contrats intelligents. Donc, chaque transaction contenait une logique, mais une logique qui ne faisait rien. Donc, c'est juste valider une logique, valider du code et justement cette charge de travail-là qui n'aboutit pas à un transfert de fonds ou quelque chose comme ça, eh bien, justement, ça ne sert à rien, ça fait en sorte que les différents nœuds doivent travailler, doivent valider cette logique-là, mais qui n'aboutit pas justement à une transaction, un transfert d'argent ou à une exécution sur la blockchain. Donc, c'est vraiment inutile de faire ce genre de choses-là, mais ce que ça peut faire, c'est de démontrer que justement, s'il y a beaucoup de validations qui doivent être faites, à un moment donné, ça peut créer de la congestion et si la blockchain n'est pas résiliente, n'est pas solide, eh bien, à un moment donné, elle tombe parce que justement, il n'y a plus assez de transactions qui peuvent se passer et les blocs ont de la difficulté à être transmis sur le réseau. Mais ça, évidemment, pour ceux qui sont au niveau de la blockchain Cardano depuis très longtemps, savent que la performance, c'est pas juste le nombre de transactions par seconde. La performance, c'est le nombre de transactions par seconde, c'est aussi justement transmettre ces différents blocs sur le réseau et également, encore une fois, la grosseur de la blockchain qui grossit au fur et à mesure qu'il y a des transactions et que justement cette capacité doit être contenue sur chacun des nœuds qui valident les transactions sur la blockchain. Donc évidemment, lorsqu'on sait tout ça d'avance et qu'on sait que la blockchain Cardano a été développée pour être capable de traiter tous les différents points de la performance, eh bien ce genre d'attaque-là, c'est une attaque de bébé. C'est vraiment une attaque minimaliste là, qu'on peut faire et en tout cas, selon moi, s'ils avaient vraiment voulu tester la blockchain Cardano, ils l'auraient testé avec une attaque beaucoup plus sophistiquée. Et il y a beaucoup de gens, évidemment, qui vont dire que oui, bravo, la blockchain Cardano, on est vraiment résilient, on est vraiment sécuritaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est un petit peu stupide de penser ça, parce que c'est comme si, écoutez, moi j'aime la NBA, j'aime jouer au basket et tout ça, donc je vous donne l'exemple. C'est comme si Steph Curry ou un Michael Jordan jouait un match NBA et qu'on arrivait justement à la troisième prolongation et qu'à la troisième prolongation, eh bien, Jordan continuait à mettre ses shots à mid-range, Steph Curry continuait de mettre ses shots à 3 points et qu'on se disait, waouh, Steph Curry et Michael Jordan, ils ont continué de performer malgré la troisième prolongation, ils ne sont pas fatigués et ils ont performé et finalement, ils ont gagné le match. Bien évidemment qu'ils ont gagné le match parce que justement, ce sont des joueurs qui savent travailler, qui travaillent à tous les jours et tout ça. Et pour eux, une, deux, trois, quatre, cinq prolongations, c'est pas ça fait pas une différence pour eux. Oui, ils sont un petit peu plus fatigués après la troisième prolongation, mais ils vont continuer à mettre leur shot et continuer justement à avoir toute leur équipe sur le dos. Donc, pour moi, la blockchain Cardano est comparable justement à Michael Jordan, pas LeBron James, je ne suis pas un grand LeBron James fan, mais à Steph Curry et à d'autres justement qui sont capables de justement continuer à performer malgré la difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils ont été programmés comme ça, parce que leur éthique de travail est basée justement sur des fondamentaux solides et parce que justement, ils sont capables de continuer de performer malgré l'adversité. Alors que d'autres blockchains n'ont pas des fondamentaux solides, eh bien, c'est sûr et certain qu'après justement une difficulté, après un stress test, eh bien, finalement, la blockchain va être bloquée, va arrêter de fonctionner et il va falloir la redémarrer à la main, pomper un petit peu pour la redémarrer et c'est ça qui arrive.
Mais encore une fois, pour vous démontrer que cet attaquant n'est pas quelqu'un justement qui suit le développement de la blockchain Cardano depuis plusieurs années, eh bien, s'il savait, en 2020, Rick McCracken, qui est justement un OG de Cardano comme moi, on s'est rencontrés déjà à plusieurs événements, Plutus Fest et d'autres événements de Cardano, et justement, lorsqu'on devait sortir le Shelly Testnet, donc c'était le testnet juste avant qu'on mette à jour le protocole de Cardano pour passer au proof of stake. À ce moment-là, on le voit justement, Eric avait son écran et dans ce podcast, il avait déjà expliqué qu'il avait fait en sorte de tester justement ce genre d'attaque sur le testnet de Cardano, sur la même version que ce qui se trouve en prod, mais qui était beaucoup plus clunky, qui fonctionnait beaucoup moins bien que ce qu'on a en prod actuellement. Il avait déjà fait ce genre d'attaque-là dans la version de développement justement du Proof of Stake. Et il l'avait mentionné déjà en 2020, il y a 4 ans, il avait déjà mentionné que, regarde, j'ai fait cette attaque-là et le réseau a survécu, alors que le SPO n'avait pas beaucoup d'expérience, alors que le réseau n'était pas super, il n'était pas très robuste et ainsi de suite. Mais le réseau a quand même continué de fonctionner et il avait déjà dit à l'époque que cette attaque-là, je ne la ferai pas sur le mainnet parce que ça va me coûter de l'argent. Donc, si sur le testnet, ça fonctionne, je ne suis pas capable de faire tomber le réseau avec ce même genre d'attaque, pourquoi est-ce que sur le mainnet, après 4 ans, eh bien, le résultat devrait être différent? Mais évidemment, quelqu'un qui n'y connaît rien par rapport à Cardano, comme la majorité des YouTubeurs sur francophones et d'autres YouTubeurs, qui ne font pas des vidéos dédiées sur Cardano vont penser que Cardano, ça vaut pas la peine, c'est rien du tout, regardez l'attaque, et ils vont minimiser encore une fois ce genre d'attaque-là. Mais ce genre d'attaque-là, pour l'industrie de la crypto, l'industrie de la blockchain, eh bien, ça devrait démontrer justement la solidité de la blockchain Cardano. Mais pour la communauté de Cardano, il ne faudrait pas qu'on se pète trop les bretelles parce que, comme je le dis, c'est une attaque de base. Et c'est une attaque, si on juge que Cardano a la même étoffe qu'un LeBron James ou qu'un Steph Curry ou qu'un Michael Jordan, ce genre d'attaque-là on ne devrait pas se péter les bretelles parce que c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Là, c'était comme si un enfant de 2 ans venait essayer de challenger Steph Curry dans un contre un, là. Il n'y a pas de challenge là-dedans. Donc, on peut en tout cas être content de cette attaque-là. Merci d'avoir écouté ce petit breaking news. Et là, on passe au sujet principal de la vidéo. À très bientôt. Peace. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a débuté en beauté. Alors, toutes mes excuses, j'étais absent la semaine dernière, pas mal de travail avant de partir en vacances, mais je suis là cette semaine et les prochaines semaines durant l'été. Donc, comme vous le voyez, le marché est pas mal dans le vert. On a eu une grosse chute dans la dernière fin de semaine, le dernier week-end où on est passé pas mal de 65 000 à 60 000. J'ai même vu un Bitcoin à 58 000. Donc, le marché était pas mal brutal dans les derniers jours, dans la dernière semaine. Et on voit justement le Fear and Greed Index qui est à neutral sur le bord de passer à Fear. Et donc, vous le savez, c'est le meilleur moment. Moi, je suis toujours heureux quand ça arrive, même si ça commence à devenir mentalement très difficile pour nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça risque de continuer pas mal tout l'été avec une chute encore plus difficile, justement, probablement au mois de septembre. C'est pour ça qu'il faut continuer justement à investir d'ici, donc investir tranquillement pendant que ça baisse et prendre des profits pendant que ça augmente. Mais évidemment, c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, mais évidemment, on voit le marché qui est dans le rouge, mais heureusement, encore une fois, que notre Cardano se maintient tranquillement dans le top 10 avec Tron qui est juste en dessous de nous, en 11e position. Donc, il y a un jeu de yo-yo entre les deux. Mais on commence à voir justement le fait que Cardano, le prix de Cardano est en train de repartir
notamment avec la mise à jour qui va arriver, les mises à jour qui vont arriver, la première mise à jour qui va arriver dans l'été et puis la prochaine qui va suivre. Mais dans le fond, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, je vais faire un petit retour justement sur la vidéo qu'on avait vue la semaine dernière avec justement nos amis Raoul Parr puis Arthur Hayes. Et j'ai vu une vidéo très intéressante, et ce qui m'a inspiré pour cette vidéo-là, de Marcus Brownlee. Alors, si vous ne connaissez pas Marcus Brownlee, c'est un YouTuber qui fait des reviews un petit peu dans le monde de la technologie, dans le monde des devices et ainsi de suite. Il fait différentes reviews très intéressantes sur les téléphones, les voitures et ainsi de suite. Et sa dernière vidéo parlait dans le fond de intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est un produit ou alors c'est une fonctionnalité? Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que il arrive très souvent, encore une fois, que des experts en technologie blockchain et crypto-monnaie fassent justement cette erreur-là de penser que la blockchain, c'est un produit au lieu de la définir comme une fonctionnalité. Et même dans l'industrie, quand il y a justement beaucoup de batailles entre une communauté puis une autre communauté, eh bien, c'est comme si justement la blockchain était un produit et non une fonctionnalité. C'est pour ça que je voulais revenir et que je voulais faire cette vidéo-là pour bien expliquer justement pourquoi justement les différentes blockchains sont des fonctionnalités. Une blockchain est une fonctionnalité et pas un produit. Parce que si on revient justement à la comparaison avec l'intelligence artificielle, on le voit lorsque on a des fonctionnalités qui deviennent des produits et le meilleur exemple qui est donné justement dans la vidéo de Marcus Brownlee, eh bien, il prend justement l'exemple de Clubhouse. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi cette vague, cette tendance-là, pendant la COVID notamment, où il y avait Clubhouse qui était une entreprise qui faisait dans le fond des vidéos, pas des vidéos, mais des, des rencontres sur le web. Et à ces rencontres-là, eh bien, ils invitaient beaucoup de personnalités. Et puis, il y avait ces personnalités qui parlaient de différents sujets et personnalités, célébrités, autant dans le rap que dans Hollywood, que technologie, Elon Musk et ainsi de suite, là. Et puis, il y avait beaucoup de monde qui, justement, arrivait dans ces différents clubhouse-là et qui écoutait les gens parler. Et à ce moment-là, ben, cette compagnie-là a fait énormément d'argent. Sauf que cette idée-là, eh bien, ce n'était pas vraiment un produit parce que justement, cette idée-là a été intégrée dans différentes autres plateformes, que ce soit Twitter, que ce soit Telegram, que ce soit différents autres plateformes. Il me semble que pas Facebook, mais dans ces plateformes-là, il y a les Twitter Space qui sont arrivés. Il y a sur Telegram aussi la possibilité de faire différents spaces où il y a des gens qui interagissent, des gens qui parlent et d'autres qui écoutent. Et donc, finalement, on se rend compte que cette idée-là n'était pas vraiment un produit, mais était plus une fonctionnalité qui a facilement été intégrée dans différentes plateformes. Évidemment, Twitter, quand c'est arrivé, eh bien, Twitter n'a pas dit à Clubhouse, venez, on va vous intégrer. Elle a juste pris l'idée et elle l'a intégrée comme une fonctionnalité de son application. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que justement, ces deux personnes-là, dans ce contexte-là, je les appellerais des clowns parce que justement, ce sont des clowns pour avoir dit que Cardano était un meme coin, que ça servait à rien, puis commençaient à rire et se moquer, ainsi de suite. Tout simplement parce que ils ne comprennent pas justement la technologie blockchain. Quoique justement, notre ami Raoul Pal est plus, lui, économiste de macro en tant que tel, et notre ami Arthur Hayes aussi. Je ne pense pas qu'il ait un background en technologie informatique, plus un background en finance, il me semble. Donc, on peut se dire qu'ils comprennent d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, la technologie, mais ils sont beaucoup plus justement des investisseurs dans la technologie, des utilisateurs à l'extrême. Donc, leur but, c'est pas d'utiliser une technologie qui va révolutionner le monde, c'est d'investir dans une technologie qui va révolutionner le monde. Donc, leur manière d'investir est beaucoup plus une manière d'investir dans un produit que justement dans une fonctionnalité ou dans un service. Cela étant dit,
La vidéo justement que je vous expliquais dont je vous parlais avec Marcus Brownlee, vous le voyez dans le fond, il fait vraiment cette différenciation-là entre différents produits. Le Rabbit One, je ne sais pas si vous avez entendu ce produit-là, avec un assistant intelligent artificiel avec lequel vous posez des questions, puis il vous répond et ainsi de suite, mais qui ne fonctionne pas très bien, alors qu'on voit justement Apple, on voit Samsung et on voit beaucoup d'autres marques de téléphones intelligents qui intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle et qui sont beaucoup plus utiles que d'avoir justement un produit comme le Rabbit One avec un assistant qui fonctionne une fois sur deux. Et même encore là, je suis très, très généreuse. Et c'est là que justement, on peut faire ce parallèle avec la technologie blockchain. Et si on regarde bien justement les différentes blockchains, en citant juste que les quelques les plus populaires dans le fond, on voit justement certaines blockchains qui se vendent plus d'être comme un produit plutôt que d'être comme une fonctionnalité. Alors, on le sait, Bitcoin est une fonctionnalité, le marketing autour de Bitcoin se fait plus en tant que justement monnaie numérique, en tant que or digital et justement moyen de paiement ou d'échange de valeurs et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment une marque qu'on va dire, bon, ben, moi, j'utilise la blockchain Bitcoin, moi, je suis Bitcoin et j'investis dans ce produit-là. C'est plus une fonctionnalité qui permet justement de garder de la valeur et justement d'échanger de la valeur en tant que moyen de paiement et ainsi de suite. On a Ethereum également. Ethereum qui est cette plateforme de contrat intelligent qui permet encore une fois d'automatiser certaines fonctionnalités et créer finalement de nouveaux produits, de nouveaux services comme le lending et le borrowing, le DeFi et ainsi de suite. Et puis, on a justement des blockchains comme Solana qui, selon moi, ressemblent plus à des produits avec leur tendance de dire only on Solana, c'est moins cher sur Solana, c'est plus fast sur Solana et ainsi de suite. Et ce genre de marketing-là, on le voit également, notamment dans des produits comme les produits de Apple. Les produits de Apple, les smartphones, les iPhones et ainsi de suite, ce sont toujours les meilleurs, c'est toujours le dernier, toujours le plus beau, le plus magnifique et ainsi de suite. Toujours les superlatifs qui sont utilisés par l'équipe marketing de Apple. On entend le même genre de marketing qui est fait également par les grands supporters de la blockchain Solana. Même chose au niveau de la blockchain de Telegram, Ton. Eh bien, même cette blockchain-là, justement, on entend c'est une blockchain souvent associée justement à la compagnie Telegram. Et donc, encore une fois, on a ce marketing-là qui est fait au niveau d'une blockchain produit plutôt que d'une fonctionnalité. Alors que, encore une fois, quand on parle de Bitcoin, quand on parle d'Ethereum, quand on parle de Cardano ou même de Chainlink, eh bien, on n'a pas ce sentiment-là, justement, d'avoir un produit ou d'acheter un produit, mais on a le sentiment d'utiliser une fonctionnalité, la fonctionnalité de la blockchain. Et parce que, évidemment, en informatique, il faut savoir, lorsqu'on crée une application, eh bien, l'application, on utilise plusieurs technologies. On peut utiliser le cloud, on peut utiliser des serveurs, on peut utiliser de la RAM, on peut utiliser plein de choses. Et donc, dans cette infrastructure technologique-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va intégrer? On va intégrer la blockchain. Maintenant, certaines blockchains peuvent avoir une seule fonctionnalité, comme notamment la blockchain Bitcoin. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, la blockchain Bitcoin avait une seule fonctionnalité, la fonction de recevoir des Bitcoins et d'envoyer des Bitcoins. C'est pour ça que justement, même au niveau de Twitter, eh bien, on parle d'intégrer Bitcoin ou d'intégrer Dogecoin comme moyen de paiement. Mais on ne parle pas justement mais maintenant, dans le fond, depuis récemment, depuis qu'on est capable de créer des coins sur la blockchain Bitcoin, eh bien, la blockchain Bitcoin peut avoir deux fonctionnalités maintenant. La fonctionnalité de acheter des bitcoins, envoyer des bitcoins, ou alors la possibilité de créer des nouveaux coins sur la blockchain Bitcoin. Même si cette intégration-là n'est pas encore très, très utilisée, puis pas super au niveau comment dirais ça, pas super au niveau de l'intégration, pas super au niveau de l'adoption, eh bien, il y a quand même eu cette vague
où il y avait beaucoup de cryptos qui étaient créés sur la blockchain Bitcoin et échangés sur la blockchain Bitcoin. Maintenant, au niveau de la blockchain Ethereum, eh bien, c'est là que justement, il y a eu beaucoup plus de fonctionnalités qui sont arrivées grâce évidemment aux contrats intelligents. Évidemment, on a eu le DeFi, on a eu les meme coins, on a eu les NFT et on a eu beaucoup d'autres exemples qui sont arrivés au niveau de la blockchain Ethereum. Même chose au niveau de la blockchain Chainlink. Chainlink, on peut l'utiliser encore une fois pour échanger de l'argent, mais on l'utilise beaucoup plus pour en termes d'oracle. Donc, pour en termes d'aller chercher de l'information de l'extérieur de l'écosystème de la blockchain, la ramener au niveau du contrat intelligent et faire en sorte que ce contrat intelligent agisse par rapport à l'information qui est revenue. Donc, on voit encore une fois qu'il y a une fonctionnalité très, très utile au niveau de la blockchain Chainlink. Au niveau de la blockchain Cardano, encore une fois, eh bien, on parle encore une fois d'intégrer ou de rendre disponibles différentes fonctionnalités en termes de contrats intelligents, en termes de performance, en termes d'interopérabilité, en termes de système de vote, en termes d'identité. Il y a toutes ces fonctionnalités-là qui sont disponibles sur la blockchain Cardano, pas juste pour des développeurs d'applications, mais pour les autres blockchains également. Alors, c'est là que justement, il faut comprendre que la valeur qui peut être dégagée d'une blockchain n'est pas simplement par rapport justement à l'adoption de la blockchain ou par rapport à l'effet de cette blockchain-là, le fait que la blockchain Bitcoin est la blockchain la plus connue et qu'il y a un gros effet d'aller directement vers la blockchain Bitcoin versus la blockchain Cardano qui, là, actuellement, d'après beaucoup de personnes, dont nos deux amours, Raoul Pal et Arthur Hayes, personne ne développe sur la blockchain Cardano, personne ne fait rien sur la blockchain Cardano, et pourtant, les chiffres le démontrent bien. Il y a bien de l'activité qui est faite au niveau de la blockchain Cardano. Mais ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que justement, cette proposition de fonctionnalité sur la blockchain Bitcoin est différente des services qui sont proposés sur la blockchain Ethereum ou sur la blockchain Cardano. Et bien entendu, toutes ces fonctionnalités qui sont disponibles sur cette blockchain-là font en sorte que la valeur de cette blockchain peut monter beaucoup plus haut que justement celles qui n'ont pas beaucoup de fonctionnalités. Et encore là, par rapport à la blockchain Solana, cette blockchain-là qui a le vent aux poupes actuellement, eh bien, encore une fois, le vent aux poupes ne veut pas dire qu'elle va garantir le succès de cette blockchain. Parce que, encore une fois, on le sait, il y a plusieurs blockchains qui avaient beaucoup de momentum et tout ça, mais qui sont montés rapidement et qui ont chuté rapidement. Et deux exemples qui sont très d'actualité, ben, en tout cas, il y a quelques mois, eh bien, on avait la blockchain, évidemment, FTX et la blockchain Luna. Alors, ce sont encore une fois deux blockchains, surtout la blockchain FTX qui était relié justement à un produit, mais on le voit évidemment, ce produit-là n'était pas un bon produit et encore qui est monté rapidement et qui a chuté rapidement parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de fraude. Mais entre autres, la blockchain Luna, qui elle était plus justement une blockchain propre justement, ben, dont on faisait le marketing selon moi comme un produit et non pas comme une fonctionnalité parce qu'encore une fois, elle était backée par du Bitcoin. Il y avait le US, leur stablecoin qui était backé par du Bitcoin, qui était backé par du Luna et ainsi de suite. Et puis, il y avait beaucoup de hype derrière cette blockchain-là, avec justement le fondateur de cette blockchain-là et ainsi de suite. Les gens se faisaient tatouer le logo de Luna sur le corps et ainsi de suite. Mais encore une fois, ce n'était pas backé par des choses très, très crédibles, pas des choses, pas des fondamentaux qui étaient justement des bons fondamentaux. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que justement, lorsqu'on compare des blockchains comme la blockchain Solana, qui, encore une fois, a beaucoup de hype, qui est backée par beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gros investisseurs, on en oublie parfois les fondamentaux de la blockchain. Des fondamentaux dont je vous parlerai dans une vidéo que j'ai écoutée récemment, mais qui est quand même
Je ne l'ai pas fini. C'est une vidéo de nos amis qui voulaient interviewer Charles Hoskinson et que Charles Hoskinson leur a dit, oubliez ça, soit vous venez à notre événement, sinon il n'y a pas d'interview. Et c'est eux qui font justement cette interview-là ou ce podcast-là où il demande justement aux créateurs de Solana de faire un petit challenge là, et de parler, de faire un versus la blockchain Ethereum. Et même le gars d'Ethereum qui est là, c'est Justin quelque chose, là. C'est un gars qui est en recherche et développement dans l'écosystème d'Ethereum et qui a déjà travaillé, il a fait une conférence conjointe, notamment avec la blockchain Cardano. Et donc, ce sont ces deux personnes-là. Donc, on a le créateur de Solana, le responsable de la recherche et développement au niveau d'Ethereum. Donc, c'est quand même très intéressant de voir deux blockchains et surtout d'un point de vue informatique. Donc, deux experts blockchain qui vont se challenger sur certains éléments, mais qui vont également se lancer des fleurs sur certains éléments. Et quand on sait de quoi on parle, ben, quand on connaît justement comment fonctionne la blockchain, les principes de base et ainsi de suite, c'est très drôle de les voir parler de ça, mais je ferai une autre vidéo séparée pour ça. Mais tout ça pour vous dire encore une fois que justement, pourquoi Cardano est une blockchain qui n'est pas une blockchain comme un produit? Parce que notamment la gouvernance arrive au niveau de Cardano. Et c'est pour ça que ça devient, je le répète, je le répète, je le répète, la gouvernance est quelque chose de très important, justement. Surtout, c'est quelque chose de très important dans une entreprise qui offre un produit, qui offre un service. S'il y a une bonne gouvernance à ce moment-là, ben, c'est plus facile d'être flexible, d'adopter de nouvelles idées et de changer les manières de faire au niveau de la compagnie pour maintenir justement un bon produit, un bon service à la clientèle. Mais au niveau de la blockchain, c'est la même chose, étant donné que c'est un écosystème qui est décentralisé avec des acteurs qui viennent d'un peu partout et qui veulent justement contribuer justement à cet écosystème-là. Eh bien, c'est important que justement une blockchain qui veut qui veut développer du marketing en tant que pas en tant que produit, mais en tant que fonctionnalité, eh bien, il faut s'assurer que il y ait une bonne gouvernance justement dans cet écosystème-là, pour justement pouvoir fournir plusieurs fonctionnalités pour que les gens dans la communauté puissent justement développer différentes autres fonctionnalités de l'infrastructure, pour qu'il y ait du financement qui se fait et ainsi de suite, pour être flexible. Parce que justement, l'important en termes de blockchain fonctionnalité, c'est de s'adapter aux changements, d'adapter les nouvelles technologies qui font fureur dans l'écosystème et justement s'assurer de garder les principes de base et de préserver pas mal de l'intégrité de la blockchain et plein de choses comme ça. Donc, il faut être en mesure d'absorber justement les nouvelles technologies, les nouveaux services qui sont offerts par d'autres blockchains et il faut justement retenir la communauté. Donc, être en mesure de justement s'assurer que la communauté reste dans l'écosystème, qu'elle grossisse et que justement elle soit capable de recevoir du financement, soit capable de bâtir sur cette technologie-là, pas juste bâtir des applications, mais bâtir également de l'infrastructure. Et donc, ce sont des éléments qui sont très, 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 très importants. Et c'est ce que actuellement la communauté de Cardano fait très bien. Et c'est ce que le projet Cardano fait très bien depuis qu'il a été lancé en 2017. Et donc, je vous le disais, tu sais, quand on est dans l'écosystème de la blockchain, un peu comme moi, depuis 2016, 2017 et ainsi de suite, eh bien, on voit beaucoup de choses. On se rappelle énormément de beaucoup de choses. On se rappelle justement de FTX, on se rappelle de Luna, dont je viens de parler. On se rappelle également de Tezos, on se rappelle de Litecoin, on se rappelle de EOS. Donc, tous ces écosystèmes-là qui étaient des compétiteurs, soi-disant, à Cardano, qui étaient des compétiteurs à Ethereum, ou des compétiteurs à Bitcoin, évidemment, dans le cas de Litecoin, compétiteurs entre guillemets, bien entendu, mais qui actuellement, justement, ne sont plus d'actualité. Donc, Cardano est encore d'actualité, même si beaucoup de personnes veulent faire croire que non, Cardano n'est pas d'actualité, il n'y a rien qui se passe et ainsi de suite, comme nos amis du Journal du Coin. Mais il faut savoir que justement, il y a beaucoup d'autres cryptos qui faisaient beaucoup de bruit dans le temps et qu'actuellement, on n'entend plus parler.
Pourquoi? Parce que Cardano est vraiment une blockchain de fonctionnalités, des fonctionnalités qui sont déjà disponibles sur la blockchain Cardano. Parce que justement, il y a déjà un écosystème, parce qu'il y a déjà des applications qui roulent dans l'écosystème de Cardano. On a aussi une communauté qui continue d'être là, qui continue d'être active. Et si cette communauté n'était pas active, ben, la gouvernance ne serait pas là. Il n'y aurait pas plusieurs personnes qui se seraient proposées justement dans ce comité intérimaire justement pour participer à la gouvernance de Cardano. S'il n'y avait pas de communauté, il n'y aurait pas tous ces personnes qui roulent des nœuds, à qui on peut déléguer et ainsi de suite. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas vous, vous ne seriez pas là à écouter. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une communauté au niveau de la blockchain Cardano. Il y a un écosystème au niveau de la blockchain Cardano. Là, le coin ADA fait partie du top 10 dans l'industrie des crypto-monnaies. Donc, encore une fois, tout est là. Et ce qu'il faut savoir, et c'est un bon exemple qu'a donné justement Charles Hoskinson dans son interview avec Alcoin Daily, une interview de 1 heure et demie, et ils ont posté justement des vidéos beaucoup moins longues pour que les gens puissent commencer à regarder les différentes vidéos. Mais c'est sûr et certain que je vais passer à travers 1 heure et demie de vidéos, ça va être super intéressant. Mais ce qu'on voit au niveau de cette blockchain-là, c'est Charlotte Skinson encore, qui est là depuis bien plus longtemps que moi et qui se rappelle de la blockchain NXT. Alors, la blockchain NXT, c'était une blockchain qui est arrivée à peu près en même temps, justement, que la blockchain Ethereum. Et la particularité de cette blockchain-là, c'était que, notamment, elle est arrivée avec les contrats intelligents. Elle est arrivée avec une grosse communauté. Elle est arrivée avec beaucoup de nouveautés en termes de fonctionnalités dans son écosystème. Et donc, c'était quelque chose de particulier parce que justement, Charles Hoskinson et l'équipe et les cofondateurs d'Ethereum étaient en train de développer justement la blockchain Ethereum et ils voyaient ce compétiteur-là arriver, intégrer, sortir des fonctionnalités de contrats intelligents. Ils étaient déjà proof of stake et ainsi de suite. Donc, c'était une grosse concurrence. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Évidemment, la communauté de NXT, de la blockchain NXT, s'est fracturée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une bonne gouvernance. Et c'est ce que Charles Hoskinson nous répète encore une fois à chaque fois. Il dit que on peut avoir le meilleur momentum, on peut avoir le meilleur produit, le meilleur service, on peut avoir tout en notre faveur. Sauf que si on n'a pas une bonne gouvernance, que l'on soit une compagnie privée ou que l'on soit une blockchain décentralisée, eh bien, on peut perdre cet avantage-là et finalement être remisé aux oubliettes. Et c'est ça que ne veut pas la blockchain, c'est ce que ne veut pas justement Charles Hoskinson au niveau de la blockchain Cardano. Il veut s'assurer que la blockchain Cardano puisse intégrer des nouvelles fonctionnalités, intégrer des nouvelles idées, retenir justement sa communauté, faire grossir sa communauté et c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir une adoption et de pouvoir grossir et de rester justement d'actualité dans les 10 prochaines années. Et c'est cette vision-là de 10 prochaines années qui est importante de retenir, surtout nous étant justement des hodlers de Cardano, eh bien c'est de comprendre que oui, Bitcoin justement est la blockchain et la crypto qui a le plus gros market cap, mais, et comme je le disais, les fonctionnalités sur la blockchain Cardano, sur la blockchain Bitcoin sont limitées. Alors que les fonctionnalités sur la blockchain Cardano, sur d'autres blockchains et d'autres blockchains sont illimitées et vont valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur le long terme que des cryptos comme, selon moi, Bitcoin, Ethereum et Solana. Alors voilà, je termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres vidéos sur la blockchain Cardano. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Peace.